Que dire de la responsabilité des églises dans ces assises de dialogue avec le pasteur Silas Mimile? Bienvenue. Merci Jean-David. Déjà docteur et déjà professeur. Professeur. Déjà depuis 2 ans. Voilà, effectivement, ça fait longtemps. Ça fait très longtemps. On vous a reçu. Depuis 2 ans. Beaucoup d'interrogations, beaucoup d'examens. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Beaucoup de livres publiés, beaucoup d'articles, beaucoup de conférences où nous sommes sollicités pour intervenir. Mais aussi, il faut associer à cela nos charges traditionnelles, pastorat, famille, ainsi de suite. Et comment vous conciliez, pasteur? Je crois que plus on a des responsabilités, très vite, il faudrait établir une ligne de priorité. Il faudrait vite établir une chaîne de priorité, voulais-je dire. Savoir qu'est-ce qui vient en premier, qu'est-ce qui peut être relégué, qu'est-ce qui peut être délégué, pour ne pas trop s'éparpiller. Parce qu'il ne suffit pas d'être partout. Il faudrait être quelque part en étant effectif. Voilà un peu ce que nous essayons. Vous avez des adjoints à l'église? Nous avons des adjoints à l'église, nous avons des assistants à l'université, nous avons des collaborateurs au niveau de l'entreprise que nous dirigeons. Nous avons une épouse qui sait très bien nous épauler. Quant à l'éducation de nos enfants, nous avons... Je crois que... À un certain moment dans la vie, il ne suffit pas seulement de savoir où l'on va, mais il faudrait choisir ceux avec qui vous allez marcher. Parce que plus on avance, plus les charges se multiplient, plus on est sollicité. Et la multiplicité des sollicitations vous fragilise. Pourrez-vous maintenir dans une posture moyenne alors que vous avez besoin d'être effectif? Et pour ça, comme disait le président John Fitzgerald Kennedy, qu'on reconnaît la grandeur d'un chef dans la qualité de ceux qui composent son cabinet ou son administration. Et je pense que même quand on n'est pas ministre, même quand on n'est pas président de la République, il suffit juste qu'on ait une parcelle d'autorité. Que ce soit dans le monde séculier, dans le monde des affaires, dans le monde politique, on a l'obligation de se faire accompagner. Christ haït ses 12 apôtres. Donc voilà. Voilà, alors préférez-vous qu'on vous appelle pasteur, professeur, les tout dépend, conférencier? Tout dépend, toutes ces qualifications, je crois que je fais de mon mieux pour les mériter. Donc peu importe, appelez-moi monsieur, pasteur, professeur, voilà. Voilà. Alors, il y a le dialogue qui a été lancé. Bon, pas lancé, c'est que le chef de l'État veut qu'il y ait un dialogue. Alors, que dire de la responsabilité des confessions religieuses, la responsabilité des églises, la responsabilité de vous aussi, hommes d'église, dans ces assises? Je crois que d'entrée de jeu, il faudrait commencer par établir l'Église dans une configuration sociologique telle que la République démocratique du Congo en tant qu'entité ou collectivité se présente. Nous sommes un État certes constitutionnellement laïque, mais du point de vue sociologique, nous sommes un État très religieux. Très religieux qui fait à ce que l'Église ait du coup un grand rôle à jouer. Au regard de la crédibilité dont elle bénéficie de la population, mais aussi au regard de sa capacité d'être un bon partenaire avec les institutions étatiques. Ce qui fait que l'Église se veut présente, doit être présente dans tous les grands virages que prendra la République démocratique du Congo en tant que société. Au-delà de la présence, il faudrait que l'Église puisse évaluer sa contribution. Et cette contribution, au-delà d'être spirituelle, devrait aussi être morale et même technique. Nous sommes dans une situation d'instabilité, dans une situation d'agression que nous sommes en train de subir depuis plus de 3 décennies de la part d'un de nos voisins, en l'occurrence le Rwanda. L'Église a à un certain moment donné organisé des prières sollicitant l'aide de Dieu pour que cette guerre prenne fin. Eh bien, nous avons compris que ce n'était pas la bonne méthode voulue par Dieu. D'où il faudrait que l'Église aujourd'hui se présente avec une feuille de route. Cette feuille de route se doit à la fois technique, mais aussi spirituelle, dans la mesure où il faudrait que le dénouement de ces dialogues puisse normalement, si on le veut, bien aboutir à une paix. Une paix, c'est vrai que le dialogue à lui seul ne peut pas nous conduire vers la paix parce que nous sommes en face d'une crise qui se veut multiforme, multidimensionnelle et multisectorielle. Le rôle de l'Église aujourd'hui, je pense qu'il est déjà fixé ou presque prédéterminé.
Nous avons vu les chefs de l'État recevoir les dirigeants de confessions religieuses, c'est-à-dire l'Église dans son ensemble, catholique, ECC, Église des Réveils. C'est pour dire qu'en tant que médiateur, si jamais ils vont jouer cette médiation telle qu'est voulue par le chef de l'État ou encore telle qu'est annoncée au regard de ce qui a été dit lors de leur dernière rencontre, le rôle de l'Église, c'est de se rassurer que la médiation qu'elle apporte dans ce pourparler soit une médiation qui assure à la fois la paix, mais aussi une médiation qui puisse faire assez que ce dialogue ne soit pas un dialogue de plus, mais plutôt un dialogue qui apporte un plus. Parce que nous sommes aujourd'hui à une quarantaine de rencontres entre acteurs politiques congolais et même la société civile, mais la population, l'opinion nationale se plaint de ce cycle qui continue et qui n'apporte pas ce qu'on a escompté. Mais je pense que la question n'est pas dans la multiplicité ou dans la multitude de dialogues qu'on a tenus, mais il faudrait plutôt questionner la qualité de ces dialogues. Il ne faudrait pas diaboliser les dialogues, il ne faudrait pas considérer les dialogues en soi comme étant fatidiques, comme une fatalité. Non, non. Parce que lorsqu'on est dans une situation de guerre, dans une situation de conflits armés, il n'y a que deux possibilités pour pouvoir mettre fin à ces conflits. Soit on met fin à ces conflits par des moyens violents, c'est-à-dire les recours aux moyens militaires, soit on va mettre fin à ces conflits par les moyens civils ou par les moyens de négociation ou de dialogue. Parce que nous ne sommes pas le premier pays à recourir au dialogue. C'est grâce au dialogue que l'Angola est aujourd'hui en paix. C'est grâce au dialogue que le Libéria, en 2003, va signer les accords d'Accra. C'est peut-être une seule fois, mais ici chez nous, c'est répétitif. Justement parce que nous n'est pas... Un dialogue s'est construit en trois parties. La première partie, c'est la partie qu'on appelle les pré-dialogues. Dans cette partie du pré-dialogue, c'est la partie où la médiation est censée jouer un rôle prépondérant. Celui avant tout de déterminer les termes de référence, de déterminer les thématiques qui vont être abordées tout au long de ces pourparlers, mais aussi de déterminer la qualité des différents participants. Et c'est déjà ici qu'on aura le premier blocage avec ce qui va arriver dans l'avenir en République démocratique du Congo. Un premier blocage un premier blocage dans la mesure où il y a certains qui pensent qu'une catégorie d'acteurs ne devait pas participer au dialogue pour avoir recouru à la violence, pour avoir été en symbiose avec les pays agresseurs. Ils n'ont pas raison de dire ça. Et je ne dirais pas s'ils ont raison ou pas, mais je poserai plutôt la question, qu'adviendrait-il à ces dialogues? Quelle crédibilité accorder aux résolutions de ces dialogues si nous laissons ceux qui ont recouru aux armes en dehors de pourparlers? Parce qu'on ne dialogue pas avec ses potes. Le dialogue n'est pas un entretien entre amis. Le dialogue n'est pas un entretien intime. C'est pour parler dans une chambre à coucher. Le dialogue, voulais-je dire, Jean-David, n'est pas une messe des anges organisée pour les anges. On dialogue avec ses adversaires. On dialogue avec ceux que l'on a considérés pendant un temps comme étant ennemis, mais parce qu'on s'est rendu compte que les recours aux armes, les recours à la violence est de loin plus coûteux que le fait de s'asseoir, alors on décide de recourir à cette voie de la sagesse. Parce que refuser de faire venir les autres sur la table des négociations ne laisse à la République qu'une seule option. Laquelle? C'est celle de recourir aux armes et très vite récupérer les zones occupées par les rebelles. Pourquoi? Parce que la stratégie de l'usure, les statu quo, profite non pas à la République démocratique du Congo, profite plutôt au Rwanda et à ses proxys. Ne pas accepter que ces belligérants, ceux qui ont recouru aux armes, viennent aussi autour de la table, serait commettre une double erreur. Première erreur, ça serait de reconnaître de manière tacite le droit, alors qu'en réalité, il ne devait pas avoir ce droit-là. Le droit de continuer à gérer, le droit de continuer à gouverner cette partie du territoire et cette population qu'ils sont en train de gouverner, malgré tout ce qu'on peut avoir à prendre comme déviation ou atrocité. Donc ça serait une façon tacite de dresser les lits pour ce que nous avons toujours redouté depuis notre accession à la souveraineté internationale, c'est-à-dire la balkanisation. Il ne faudrait pas que par notre arrogance,
commence par notre incapacité à faire une lecture lucide et stratégique, à faire une bonne lecture des signes du temps, que nous puissions dresser les lits pour la balkanisation. Deuxième erreur, ce serait une erreur stratégique. Comment pouvons-nous accepter qu'on dialogue avec ces rebelles au niveau de Doha et que pour les dialogues, qu'on refuse de dialoguer avec ceux-là même avec qui nous sommes déjà en train de dialoguer? Ce jeu de dupes, cette hypocrisie, ou encore cette faiblesse, je dirais ainsi, tolérée, cette faiblesse de la part de Kinshasa pourrait avoir des conséquences très fâcheuses. Donc, faire venir les rebelles autour de la table n'est pas une négation des atrocités qu'ils ont commises. C'est plutôt recourir à une alternative, à une des options que dispose chaque État. Je répète ici, Jean-David, les négociations, les dialogues, je n'ai cessé de les dire depuis plus d'une année, ne sont pas une fatalité, ne sont pas une voie de faiblesse pour un État. Un État n'est pas seulement appelé à être fort, un État est aussi appelé à être sage. Regardez ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis d'Amérique, dans le conflit israélo-américain contre la République islamique d'Iran. Les États-Unis d'Amérique disposent de moyens pour détruire les infrastructures iraniennes. L'État d'Israël dispose de moyens pour à la fois bombarder le Liban et la République d'Iran. Mais ils se rendent aussi compte d'une réalité. Cette réalité ne peut pas être débattue au sein du bureau climatisé. Cette réalité doit être abordée en toute franchise, en toute élégance, avec une certaine hauteur stratégique pour reconnaître que la guerre coûte, elle est imprévisible et on ne sait pas toujours quelle issue aura cette guerre. Voilà pourquoi les États forts recourent à la fois au bâton et à la carotte. We fight and we talk. Les deux au même moment. Alors, si la République démocratique du Congo, aujourd'hui, a accepté, grâce au chef de l'État qui a évoqué, parce que maintenant il faudrait convoquer au travers d'une ordonnance présidentielle ces dialogues, déterminer combien de temps va durer ces dialogues, où est-ce qu'il se tiendra, parce que là aussi ça sera un sérieux problème. La localisation de ces dialogues, la médiation que je suggère devrait normalement avoir 3 niveaux au regard de la complexité de la crise congolaise. Il faut savoir qu'en géopolitique africaine, le Congo n'est pas qu'un simple État, le Congo est devenu un enjeu. Cette régionalisation que nous avons commencé à subir depuis plusieurs années, parce que nous n'avons pas été à même de résoudre par nous-mêmes nos problèmes, a fait à ce que les crises du Congo ne peuvent plus être résolues que par le Congolais. Alors mais il faut quoi dans ce cas? Il faut une médiation sur le plan national, une médiation sur le plan régional et une médiation sur le plan international, tout en coordonnant le tout pour ne pas créer un télescopage. Évidemment, ça sera coûteux, mais ça sera moins coûteux que de faire la guerre. Alors maintenant, qui pourra mener toutes ces médiations au niveau national, au niveau régional, aussi au niveau international? Pourquoi ne pas confier seulement peut-être au niveau national pour consulter? On ne saurait pas fixer qu'au niveau national parce qu'il faudrait aussi impliquer certains acteurs non nationaux. Et parmi ces acteurs, il y a par exemple le président Kagame. Il faudrait qu'il dise quelque chose. Il faudrait qu'il prenne l'engagement de ne plus mettre ses doigts dans les affaires internes congolaises. Il faudrait aussi que l'Ouganda, en tant que partenaire, qui joue à un double jeu, qui à la fois est partenaire, qui à la fois peut pactiser avec le Rwanda, l'Ouganda, dont les supplétifs, entre guillemets, les ADF, continuent aussi à commettre d'énormes atrocités sur le sol congolais, il faudrait que le Burundi, qui est à la fois partenaire avec la République démocratique du Congo dans cette guerre, l'Angola voudra aussi avoir son mot à dire. Pourquoi? Parce que la dégénérescence ou encore une escalade de cette guerre, de ces conflits congolais, pourrait avoir des répercussions très fâcheuses au niveau de la région. Nous savons combien de déplacés de guerre nous avons sur le sol congolais aujourd'hui. La République démocratique du Congo, pour votre gouvernement, compte aujourd'hui plus de 7 millions de déplacés internes. Donc, si nous restons dans ces statu quo, les déplacés de guerre en cas d'intensification du conflit, iront vers le Burundi, iront vers le Rwanda, iront vers l'Angola, ainsi de suite. Donc, il est tout à fait légitime pour ces chefs d'État de la région d'avoir aussi un mot à dire. Parce que nous sommes régionalisés à cause de notre incapacité à adopter
une politique, une intelligence stratégique qui nous permette de mettre fin à ces conflits qui n'a fait que trop durer. La communauté internationale voudra aussi intervenir. Le Congo, évidemment, les États-Unis, l'Union européenne et même la Chine, parce qu'il y a un conflit latent. Un conflit qui ne dit pas son nom, mais qui existe déjà. Un conflit autour de la dispute de minerais stratégiques dont regorge la République démocratique du Congo. Il y a deux puissances économiques, les États-Unis d'Amérique d'une part et la Chine. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la République démocratique du Congo que nous sommes, nous avons le malheur de ne plus être seulement un acteur en relations internationales, mais nous sommes devenus un enjeu. Un espace, c'est-à-dire notre survie ne dépend plus que de ce que nous nous disons, dépend aussi des avis et des opinions des autres. Mais notre devoir, c'est de prouver à la face du monde aujourd'hui dans David que nous avons suffisamment mûri, que par la magie de la résilience, les humiliations et les atrocités que nous avons subies, à la fois de la part du Rwanda, à la fois de la part due à la passivité de la communauté internationale, ces atrocités, ces malheurs nous ont mûri et nous pouvons dire à ce jour que nous sommes capables de prendre de bonnes décisions. Et donc, il faudrait que nous puissions accepter de transcender nos différends. Nous puissions accepter de comprendre que dialoguer nous coûtera moins que continuer à faire la guerre. Parce que, ici je peux vous parler en tant que stratège, au regard de ce qui se passe sur le terrain, il est très difficile de croire que dans les 6 mois à venir, à moins d'un miracle, que nous soyons à même de récupérer les zones occupées par les rebelles. Alors que de l'autre côté, il y a risque. Parce que les 2 derniers mois, nous avons vu des mouvements plutôt en faveur des proxys rwandais, avançant jusqu'à prendre le point chaud et arriver le point zéro, arriver à cet endroit qui, géostratégiquement parlant, est un carrefour. Donc, nous avons intérêt à dialoguer. Dialoguer ne doit pas être perçu comme une faiblesse. Et c'est ici, mon cher ami, que le président de la République, de par la sagesse qu'il a toujours fait démarquer, il doit faire un effort d'étouffer les voix de tous les faucons qui sont autour de lui, qui ne voudraient pas du dialogue, ou qui voudraient du dialogue, mais un dialogue sans certains acteurs de premier plan. Acteur de premier plan signifie l'acteur qui délaissé, qui mis en marge du dialogue, son absence maintiendra les statu quo quand dans le théâtre de combat. Mais ce n'est pas un dialogue, ça ne doit pas être un dialogue de sang. Ça ne doit pas être un dialogue de juste. Ça doit être un dialogue de gens qui ont compris que l'intérêt national doit primer sur l'intérêt partisan, que l'intérêt national doit primer sur l'intérêt des États voisins, l'intérêt national doit primer... La peur de ceux qui, aujourd'hui, refusent à ce qu'il y ait d'autres qui puissent participer, c'est cet aspect répétitif. Ils se disent, une fois que vous faites appel à ceux qui ont pris les armes, il y en aura encore d'autres qui vont encore revenir, alors qui vont encore demander le dialogue. D'où il faut finir une fois pour toutes avec eux. Mais non, nous ne voulons pas finir parce que nous ne voulons pas déclarer la guerre. Et encore, il faut se poser la question si nous sommes prêts à faire la guerre. Ici, je parle en technicien, je sais de quoi je parle. Nous avons de vaillants hommes au sein de nos forces armées, formés dans les meilleures académies militaires dans le monde. Mais une armée n'est pas seulement l'assemblage de ces vaillants éléments. Il faut un commandement cohérent, il faut une vision. Alors, en quoi ce dialogue avec les autres pourrait faire fléchir les idées expansionnistes rwandaises? Il faudrait savoir que ce dialogue ne sera pas comme par un claquement des doigts la solution à la crise sécuritaire. La crise sécuritaire en République démocratique du Congo transcende les ambitions et les appétits rwandais. Penser l'avenir, la sécurité du Congo, qu'en ne voyant que le Rwanda est une lecture biaisée. Aucun stratège sérieusement lucide, républicain, ne mettra en place un plan pour une politique de la sécurité, de la défense et de la sûreté en ne se basant que sur les velléités expansionnistes rwandaises. Pourquoi? Parce que le Rwanda ne fait que profiter de notre faiblesse. Notre faiblesse n'est pas le Rwanda. C'est plutôt le Rwanda qui est en train de surfer
sur notre faiblesse et il profite pour alimenter cette faiblesse afin d'avoir un prétexte. Et il est arrivé au point où ce Rwanda pense que sa survie repose sur l'insécurité et le chaos en République démocratique du Congo. Ce qui signifie penser la paix en République démocratique du Congo, c'est tenir en compte, c'est prendre en compte l'élément Rwanda, mais ne pas se limiter qu'à cet élément-là. Lorsqu'on est entouré de 9 États voisins, tous aux histoires fragiles, instables du point de vue politique et même sécuritaire, cette nation que nous sommes doit adopter une doctrine militaire ou stratégique. C'est laquelle? La paix est une exception, la guerre est une règle. Mais pour cela, il faudrait que nous devenions un pays, non pas militariste, non pas un pays va en guerre, mais un pays qui sanctuarise sa sécurité. Un pays qui pense que ce que le Rwanda nous fait subir aujourd'hui, l'Ouganda peut le faire demain. L'Angola peut le faire demain. Le Congo-Brazzaville peut le faire demain. Donc ici, il faudrait penser une sécurité qui transcende le Rwanda aujourd'hui. La grosse bêtise, ce serait de préparer notre arsenal, mettre en place une logistique, un plan de sécurité en ne tenant compte que du Rwanda. Ça serait une grosse bêtise. Ce qui voudrait me ramener à dire que le dialogue ne mettra pas fin aux velléités ou aux visions expansionnistes du Rwanda. C'est tout à fait légitime pour le Rwanda. C'est tout à fait légitime pour le Rwanda de penser qu'il peut s'étendre. On ne peut pas lui empêcher de penser comme cela, mais on peut lui empêcher d'exécuter son plan sur le territoire congolais. L'Ouganda peut penser à cela. L'Angola peut penser à cela. Il n'y a que nous qui voulons être un pays des saints. Il n'y a que nous, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir trop de pasteurs au Congo qui nous amène... Oui, peut-être l'héros de l'église est là, l'église n'est pas va-t-en-guerre. L'église n'est pas va-t-en-guerre, mais l'église prie un Dieu qu'on appelle Jéhovah Shalom, le Dieu de paix, mais qui est au même moment Jéhovah Sabaoth. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas être un Dieu de paix s'il n'est pas un Dieu des armées. La guerre n'est pas un péché. Construire une armée dissuasive, républicaine, capable de contrôler et d'exercer son autorité sur l'étendue du territoire national et aussi capable d'exporter ses services. Parce qu'aujourd'hui, les armées modernes n'ont pas que comme prérogative d'assurer la sécurité sur leur territoire national, mais aussi d'être capable d'exporter leurs services. Penser de la sorte ne serait pas un péché. C'est là où nous devons aboutir. Et peut-être qu'au dialogue, nous pourrons finalement discuter. Parce que Jean-David, je vous informe que jusqu'à aujourd'hui, nous ne savons pas définir c'est quoi notre doctrine militaire. Notre doctrine militaire. De 1960 jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut nous dire c'est quoi notre politique étrangère. Donc nous sommes un pays qui navigue à vue. Mobutu n'a pas eu de politique étrangère. Il n'a mené qu'une politique, une diplomatie de la... qu'on lui a recommandé par le bloc capitaliste. Voyez-vous, c'était une diplomatie de la procuration. Mosé Laurent Désiré Kabila, il arrive, il n'a pas le temps de se construire une politique étrangère, donc nous sommes dans l'immédiateté. Et Joseph Kabila arrive mêmement, et aujourd'hui, malheureusement, toute notre diplomatie regarde le Rwanda, est basée sur les attaques que nous subissons de la part du Rwanda. Lorsque nous sommes là, lorsqu'on est la République démocratique du Congo, on ne doit pas considérer le Rwanda comme étant son compétiteur. Nos compétiteurs naturels sont l'Égypte, l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Éthiopie et le Maroc. D'où il faudrait vite mettre en place une intelligence stratégique qui en finisse avec le Rwanda pour aller dans nos batailles naturelles contre ces États que je viens de vous citer. Ouais. C'est alors que nous deviendrons le porte-voix de l'Afrique. De l'Afrique, voilà. Merci. Merci beaucoup, pasteur Silas Memile, professeur aussi. Merci. Stratège aussi. Voilà. Voilà. Conférencier et aussi écrivain. Ça n'est fini, fidèles téléspectateurs, et c'est branché sur Télé 50. Et à très bientôt. Tout à l'heure, la grande édition de Christopher Ochokoum. Il sera à 19h à Kinshasa, 20h dans l'Est de la République démocratique du Congo. Portez-vous très bien. À très bientôt.